Et là, en l'occurrence, comme je le disais hier, c'est ses coups de gueule qui sont intéressants. Et là, il a fait un coup de gueule voilà, remarquable, frontal, direct, en disant, bon, des éléments qu'il avait, certains fonctionnaires à Washington avaient essayé d'empêcher la propagation de cette fausse information en émettant des coupures de presse ou des communiqués contradictoires, en disant non, personne n'a jamais autorisé une frappe en profondeur avec les moyens de l'OTAN. Ce d'autant que, rappelait Scott Ritter, Vladimir Poutine avait clairement dit une frappe sur le territoire historique par opposition à la Crimée, où là ça a été toléré, par opposition au Donbass. Une frappe sur le territoire russe historique serait, dans la mesure où les missiles ne peuvent être guidés que par des opérateurs de l'OTAN, serait considérée comme une attaque de l'OTAN sur la Russie et donnerait donc lieu à une riposte de type nucléaire. Et ça, c'était une déclaration que Poutine avait faite. Scott Ritter a déclaré, et c'est bien sûr sur ces déclarations que j'aimerais avoir votre avis. Nous ignorons encore précisément ce que la Russie a tiré lors de cette opération. Lorsque Vladimir Poutine a pris la parole pour annoncer cette nouvelle, il a surpris tout le monde en révélant un missile inédit nommé Arnik. Ce nom, qui fait référence au noisetier, est riche en symbolisme. Dans la tradition russe, le bois de noisetier était utilisé pour fabriquer des gourdins servant à mater les révoltes. Le message implicite est clair. Ce missile serait l'outil de contrainte que la Russie utilise face à l'Occident. Selon Vladimir Poutine, il s'agit d'un missile balistique à portée intermédiaire. Cela signifie que sa portée se situe entre 1000 et 3000 km, ce qui le distingue des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM. Pourtant, les autorités ukrainiennes l'ont classé comme un ICBM, spécifiquement le RS-26 Rubesh, également connu sous le nom de Frontier Missile System. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Sur le champ de bataille, il y a eu également un essai d'un système de pointe russe de missiles à moyenne portée. Dans ce cas concret, il s'agit d'un missile balistique dénucléarisé et hypersonique. Nos ingénieurs l'ont appelé Oreshnik. Les essais ont été concluants. La cible du tir a été atteinte sur le territoire ukrainien, dans la ville de Dniepropetrovsk, un des complexes industriels les plus importants et les plus connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui jusqu'à nos jours produit des missiles et d'autres armements, a été touché. Nous développons des missiles à moyenne et plus courte portée en réponse au projet américain de production et de déploiement de missiles à moyenne et plus courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous considérons que les États-Unis ont commis une erreur en se retirant en 2019 de manière unilatérale et sous des prétextes fallacieux du traité sur l'élimination des missiles de portée intermédiaire. Aujourd'hui, les États-Unis non seulement produisent de tels équipements, mais comme nous pouvons le constater, ils ont aussi travaillé sur le déploiement de leur système de missiles prometteurs dans diverses régions du monde, y compris en Europe. De surcroît, dans le cadre d'exercices, ils s'entraînent à leur utilisation. Je rappelle que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer des missiles à moyenne et plus courte portée tant que les armes américaines de ce type n'apparaîtront dans aucune région du monde. Bienvenue dans cette analyse approfondie des récents événements marquant le conflit ukrainien, qui a franchi un seuil critique. L'analyste militaire Scott Ritter, ancien inspecteur en désarmement pour les États-Unis, a partagé des perspectives essentielles sur les actions récentes de la Russie et leurs implications stratégiques. Le 21 novembre, une frappe au missile a visé l'usine de construction du Sud, connue sous le nom de Pivdenmash, située à Dnipro, au centre de l'Ukraine. Cet établissement emblématique, fondé en 1944, était autrefois un pilier de la technologie soviétique. Aujourd'hui, il joue un rôle clé dans l'effort de défense ukrainien, en produisant notamment le missile balistique tactique RIM-2 avec une portée de 500 km. Cette frappe représente une escalade majeure. Pivdenmash n'est pas une cible ordinaire. Elle symbolise la puissance industrielle et la résilience technologique de l'Ukraine. Selon le gouvernement ukrainien, la Russie aurait utilisé un missile balistique intercontinental doté d'une ogive conventionnelle pour mener cette attaque. Si cela est avéré, il s'agirait d'un cas rare et inquiétant d'utilisation non nucléaire d'ICBM dans un conflit moderne.
Les conséquences à Dnipro sont désastreuses. Plusieurs explosions ont causé des dommages significatifs à l'installation. Certaines sources rapportant même des impacts dans des zones de production souterraines, supposément impliquées dans des projets militaires soutenus par l'Occident. Ces affirmations, cependant, restent à confirmer. Pour la Russie, cette frappe constitue un message explicite adressé à l'Ukraine et à ses alliés. Moscou est prête à aller très loin pour neutraliser ce qu'elle perçoit comme une menace existentielle. L'Arnik, selon Scott Ritter, représente une avancée majeure dans les capacités militaires russes. Ce missile, dérivé du RS-26 Rubesh, est une version à portée réduite du RS-24 Yars. Il est équipé de technologies de pointe, notamment des ogives multiples ciblables indépendamment, MIRV, ou des véhicules de rentrée manœuvrables, MARS. Dans cette opération, la Russie aurait opté pour une ogive conventionnelle hypersonique, capable d'atteindre des vitesses de 10 à 11 000 km/h, environ 3 km par seconde. Ces caractéristiques rendent l'Arnik pratiquement invulnérable aux systèmes de défense antimissiles actuels, y compris ceux déployés en Europe. Cette capacité hypersonique permet à l'armée de contourner facilement les systèmes de défense existants. De plus, sa capacité à manœuvrer dans l'atmosphère ajoute une couche supplémentaire d'imprévisibilité, faisant de cet armement un formidable outil pour démontrer à la fois la supériorité militaire et technologique de la Russie. L'innovation liée au déploiement de ce missile brouille les lignes entre armement conventionnel et stratégique. Caractère russe, les Russes sont moins sensibles aux émotions et aux crises d'hystérie qu'une partie des Occidentaux. Ils sont habitués, c'est un peu dans leur gène et dans leur histoire. Ils sont habitués aux situations compliquées, ils sont habitués à... peut-être qu'aussi, ils acceptent aussi de prendre des risques. Dans une certaine mesure, la personne que tu peux croiser dans la rue accepte aussi l'idée de pouvoir mourir sous une bombe. Donc, ils sont beaucoup moins sensibles. La vie quasiment normale, en fait. Voilà, il n'y a pas de cette actualité politique et diplomatique avec son jargon et ses outrances parfois n'a pas beaucoup d'impact sur la population russe en réalité. C'est quand même une bonne nouvelle et merci de nous rassurer parce que on a eu 24 heures d'hystérie tout de même où avait circulé sur X les vidéos du convoi de Vladimir Poutine rentrant précipitamment au Kremlin, ce qui n'est jamais bon signe. Même si, en l'occurrence, Dimitri Medvedev utilise plutôt un hélicoptère d'habitude, donc on imagine que c'est pas juste le convoi qui permet de déterminer l'état des relations entre Moscou et Washington, mais il est maintenant certain qu'un petit groupe de personnes déterminées a tenté de faire escalader cette guerre en faisant fi du risque nucléaire, voire même en l'acceptant de façon ouverte, frontale. Un petit groupe de personnes, notamment à Washington. Alors, il y avait une excellente interview de Scott Ritter sur la chaîne Redacted News dernièrement. On a parlé de Scott Ritter hier avec Alexandre Robert quand il nous parlait de certains chiffres, en effet, qui pouvaient être plus sujets à caution. Mais Scott Ritter reste un analyste extrêmement intéressant du conflit. Et là, en l'occurrence, comme je le disais hier, c'est ses coups de gueule qui sont intéressants. Et là, il a fait un coup de gueule remarquable, frontal, direct, en disant des éléments qu'il avait, certains fonctionnaires à Washington avaient essayé d'empêcher la propagation de cette fausse information en émettant des coupures de presse ou des communiqués contradictoires, en disant non, personne n'a jamais autorisé une frappe en profondeur avec les moyens de l'OTAN. Ce d'autant que, rappelait Scott Ritter, Vladimir Poutine avait clairement dit une frappe sur le territoire historique, par opposition à la Crimée, où là ça a été toléré, par opposition au Donbass. Une frappe sur le territoire russe historique serait, dans la mesure où les missiles ne peuvent être guidés que par des opérateurs de l'OTAN, serait considérée comme une attaque de l'OTAN sur la Russie et donnerait donc lieu à une riposte de type nucléaire. Et ça, c'était une déclaration que Poutine avait faite. Scott Ritter a déclaré, et c'est bien sûr sur ces déclarations que j'aimerais avoir votre avis, il a déclaré d'une part, il y a des cinglés à Washington qui ont essayé, et pas que à Washington, qui ont essayé de vouloir montrer, de tester si Poutine bluffait. Donc c'est comme ça qu'ont engagé toute l'humanité, sans aucun mandat, sans que personne ait voté pour eux, qui ont engagé toute l'humanité dans une décision de dire on va vérifier si Poutine bluffe. Et ensuite, Scott Ritter a déclaré
Le Washington Post, qui est la source primaire de la rumeur, avant le New York Times qui l'a repris. Donc je rappelle l'anatomie de cette rumeur cross-fake news. On se rappelle que le Figaro a rétracté un article très rapidement hier. Mais l'anatomie de cette, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette intoxication, mais plutôt peut-être prophétie autoréalisatrice, puisque les Ukrainiens ont bien frappé la Russie en profondeur sur son territoire historique, et ça n'est jamais arrivé. Cette prophétie autorisatrice, son anatomie, c'est une histoire du Washington Post, reprise ensuite par le New York Times, amplifiée par notamment Bernard-Henri Lévy et Alexander Soros, qui se trouvaient être à l'Élysée. Et peu de temps après, l'Élysée lui-même fait un communiqué déclarant qu'il autorise l'utilisation de scalps ou qu'il envisage d'autoriser l'utilisation de scalps sur le territoire russe. Donc on voit ce feu qui s'est propagé, et Scott Ritter dit c'était délibéré. Est-ce que vous pensez qu'il y a bien un groupe d'énormes cinglés qui ont tenté d'engager l'humanité, soit sur un asticotage en règle de Poutine en se disant il osera pas, mais sans qu'on ait voté pour eux, soit carrément en se disant bon, peut-être qu'il osera, on verra bien. La guerre actuelle démontre la capacité d'adaptation de la Russie. En effet, l'ère de la guerre froide est révolue. Les conceptions modernes du combat nécessitent des déploiements technologiques avancés, et ce missile met en évidence les progrès réalisés par la Russie dans le domaine des armements, tout en servant d'avertissement sévère à l'intention de l'Occident. Avec sa précision, sa vitesse et son adaptabilité, l'Oresnik établit une nouvelle norme pour les missiles balistiques à portée intermédiaire et renforce la position de la Russie en tant que leader dans la technologie hypersonique. Qu'est-ce qui a motivé ce déploiement? La Russie intensifie sa réponse militaire. Le président Poutine a présenté l'attaque contre Dnipro comme une représaille directe pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine, notamment l'utilisation de missiles fournis par le Royaume-Uni et les États-Unis, tels que les Storm Shadow. Ces frappes ont visé des zones stratégiques en Russie, comme les provinces de Koursk et Briansk, provoquant une réponse ferme de Moscou. Les frappes, qui ont endommagé des infrastructures russes cruciales, ont été décrites par Poutine comme une preuve de l'implication directe des nations occidentales dans le conflit. Les missiles Attack-MS sont capables de frapper profondément sur le territoire russe, tandis que les Storm Shadow représentent une menace importante pour les lignes défensives et les réseaux logistiques russes. En ciblant Koursk et Briansk, l'Ukraine a montré son intention de frapper non seulement les lignes de front, mais aussi des zones stratégiques au cœur du territoire russe. Pour la Russie, ce niveau d'escalade a nécessité une réponse qui égalerait, voire dépasserait, l'intensité de ces attaques. L'utilisation du missile Oresnik souligne l'engagement de la Russie à maintenir une position de force, en déployant un système d'armement avancé capable de percer les défenses aériennes modernes de Moscou. Cette action vise à envoyer un message clair. Toute implication des États-Unis ou de leurs alliés sera rencontrée avec une réponse proportionnée, sinon supérieure. Ce cycle d'escalade met en évidence la mondialisation croissante des dimensions du conflit, avec chaque côté repoussant les limites de la technologie militaire. Les risques d'erreurs de calcul croissent, entraînant potentiellement davantage de nations dans ce conflit. Cela nous amène aux implications stratégiques du ciblage de Pivden-Mash. Selon Scott Ritter, cibler Pivden-Mash est une action calculée par la Russie pour affaiblir la capacité de production de défense de l'Ukraine et envoyer un signal aux puissances occidentales concernant la domination militaire de la Russie. Pivden-Mash, fondé le 24 juillet 1944 pendant l'ère soviétique, a une longue histoire en matière de développement de technologies de missiles avancés. L'usine a joué un rôle clé dans la création de plusieurs systèmes de missiles balistiques, y compris l'emblématique R-5, le premier missile balistique nucléaire soviétique, et le tristement célèbre ICBM R-36, le missile intercontinental le plus lourd jamais fabriqué, pesant 209 tonnes avec une portée de 16 000 km. Pendant la guerre froide, Pivden-Mash symbolisait le sommet de l'ingénierie soviétique, produisant des armes capables de modifier l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Après la chute de l'Union soviétique, les installations de production ont été déplacées et l'usine a eu des difficultés à maintenir sa pertinence. Cependant,
Même dans sa version diminuée, l'usine reste un élément essentiel de la base industrielle de défense de l'Ukraine. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour revitaliser Pivdenmach avec l'aide de l'Occident, en se concentrant sur le développement de systèmes tels que le missile balistique tactique RIM-2, conçu pour une autonomie de 500 km, ainsi que la fourniture de composants pour véhicules blindés. La frappe russe contre les véhicules PIV de Dnipro sert plusieurs objectifs. Elle vise, tout d'abord, à détruire une installation de production militaire clé, mais elle signale également la volonté de la Russie d'empêcher toute résurgence des capacités de production de missiles ukrainiens. Bien que certains critiques estiment que la technologie des usines en question soit désormais obsolète, la Russie reconnaît que l'expertise fondamentale et les infrastructures présentes à Piven pourraient, avec un investissement suffisant, redevenir une menace importante. Des rapports non confirmés suggèrent que Pivdenmach a récemment été impliqué dans la réparation et la mise à niveau des équipements militaires fournis par l'Occident pour l'Ukraine. Cette installation devient ainsi une cible naturelle pour les représailles russes. L'attaque souligne la stratégie plus large de la Russie de démanteler systématiquement la capacité de l'Ukraine à soutenir une guerre prolongée. Ce mouvement calculé s'aligne avec l'objectif déclaré de Poutine: assurer la sécurité nationale de la Russie en éliminant les menaces à leur source. L'attaque, qui a impliqué le déploiement du missile Oresnik, envoie également un message plus large à l'Occident. Les analystes suggèrent que les capacités des missiles Oresnik s'étendent bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Ce missile lance un défi direct à l'OTAN et à la stratégie militaire occidentale avec sa technologie avancée et sa portée étendue. L'Oresnik est capable de cibler n'importe quel pays européen en quelques minutes. Par exemple, on estime qu'un missile pourrait frapper le Royaume-Uni en seulement 19 minutes, la Pologne en 8 minutes, l'Allemagne en 11 minutes et la Belgique en 14 minutes. Un tel niveau de capacité modifie considérablement le calcul stratégique de l'OTAN. L'Alliance, qui s'appuie depuis longtemps sur ses systèmes de défense antimissiles pour dissuader toute agression, voit ses défenses actuelles largement inefficaces face à la vitesse et à la maniabilité de l'Oresnik hypersonique. En déployant ce missile, la Russie envoie un message clair. Elle possède les outils nécessaires pour contrer l'armée de l'OTAN et sa présence en Europe. Au-delà de la figure de Poutine, il est clair que la Russie n'hésitera pas à cibler les installations militaires des pays qui fournissent des armes à l'Ukraine. Cet avertissement souligne les risques auxquels les nations occidentales font face, notamment celles qui continuent de soutenir l'Ukraine. Malgré la minimisation systématique de la probabilité d'une implication militaire directe par les membres de l'OTAN, l'introduction du missile Oresnik soulève désormais de nouveaux enjeux. Ce missile ne représente pas uniquement une question militaire. Il est également une démonstration de la supériorité technologique de la Russie en matière d'armement hypersonique. En dévoilant cette capacité, Moscou ne se contente pas de répondre aux provocations occidentales, mais signale également sa disponibilité à toute future escalade. Ce rappel des forces militaires de la Russie force l'OTAN et l'Occident à reconsidérer leur approche, car, à mesure que les tensions augmentent, il devient de plus en plus clair que toute nouvelle escalade pourrait avoir des conséquences profondes, non seulement pour la région, mais pour la sécurité mondiale. Les réactions internationales ont été variées, bien que révélatrices. Malgré les affirmations de l'Ukraine, selon lesquelles un missile balistique intercontinental, ICBM, aurait été utilisé à Dnipro, de nombreux responsables occidentaux restent sceptiques. Des représentants du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis et de l'Union européenne ont suggéré que la Russie a probablement utilisé un missile balistique de moyenne ou de portée intermédiaire. Il pointe également l'improbabilité du déploiement d'un ICBM pour une frappe conventionnelle, étant donné le coût élevé et les implications stratégiques d'un tel acte. Cependant, les médias américains, y compris CNN, ont reconnu la possibilité que l'attaque de Dnipro ait servi de test en direct pour un nouveau système de missiles russes. Si cette hypothèse s'avère correcte, cela représenterait une action audacieuse et calculée de Moscou,
utilisant le conflit ukrainien comme terrain d'essai pour sa dernière technologie militaire. Scott Ritter a noté que l'incapacité de l'Occident à identifier définitivement le missile utilisé dans l'attaque reflète la sophistication croissante de l'armement russe. Cette incertitude a alimenté les inquiétudes parmi les alliés de l'OTAN, qui sont de plus en plus conscients des limites de leur système de défense actuel. L'introduction de l'OASNIC complique déjà la situation géopolitique, notamment parce qu'elle met en lumière des capacités que la plupart des nations occidentales n'ont pas encore su contrer. Cette situation met en évidence une fracture critique entre la rhétorique et la réalité des puissances occidentales. Les attaques de cette nuit sur la région de Briansk sont un signal que les Américains veulent l'escalade. Utiliser ces missiles dotés d'une certaine technologie est impossible sans les Américains. Poutine a prévenu d'un changement de notre position sur les tirs en profondeur, jusqu'à 300 km. Il s'agit d'une annonce. Maintenant, nous allons tirer sur 300 km. Donc les Russes aussi ? Oui, enfin, je vais revenir sur ce qu'il vient de dire. Il y a un certain nombre d'articles de la presse militaire américaine, pas d'aujourd'hui, qui dit bien que les Ukrainiens ont été formés à l'utilisation, effectivement, des HIMARS. C'est les HIMARS qui tirent l'attaque MSA. Et puis il y aura des problèmes techniques. Donc la formation, bon. Maintenant, dire que, enfin, si j'ai bien compris, on allait tirer à 300 km du côté russe, les Russes tirant sur l'Ukraine à 300 km, il me semble que c'est déjà fait depuis un certain temps. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, voilà, parce qu'ils sont ici d'être en direct avec nous pour nous expliquer ce qui se passe, ce qui se dit du côté russe. Il semble quand même que la menace se fait de plus en plus précise. En tout cas, l'annonce et les réactions à l'événement se sont déroulées un petit peu en deux temps. On a eu d'abord un communiqué extrêmement succinct du ministère de la Défense qui est tombé environ 5 heures après cette première annonce qui avait marqué les informations de la journée, qui était celle de la modification de la doctrine nucléaire russe. Et ce communiqué du ministère de la Défense, il était, c'est vrai que c'est souvent le cas, extrêmement succinct. Quelques lignes pour dire qu'il s'agit de missiles américains désignés à la région de Briansk, mais rien d'autre, et désignés aussi de manière relativement vague une installation militaire. Pour autant, ça a fait immédiatement la une de toutes les chaînes Telegram, de tous les médias, et les télévisions ont interrompu leur programme, et vous imaginez que tout ça a contribué à créer une réelle tension. Les déclarations de Sergueï Lavrov, son ton est extrêmement sec, il est extrêmement clair. Lui estime, vous aviez sur le plateau des appréciations là-dessus, lui, et c'est la position de la Russie, dit à nouveau qu'il s'agit d'un changement, d'un cap, d'un palier dans la guerre. Il accuse les Occidentaux de vouloir l'escalade, mais évidemment ce sont les Américains qu'il vise, et il promet une réponse, je cite, appropriée. Alors, il y a un balancier, cette fameuse réponse appropriée, il ne la lie pas directement à la doctrine nucléaire. Ça contribue évidemment à rajouter de la tension ici en Russie. Forcément. Merci beaucoup, Anissa, d'avoir été en direct avec nous dans le club cet après-midi. La menace donc se fait de plus en plus précise. Hélène, est-ce qu'en Ukraine, on la craint, cette menace nucléaire de la part de la Russie ? Eh bien, écoutez, non, pas vraiment. Parce que souvent, quand on a posé la question à des Ukrainiens, ça les fait rire même. Ils ont le sentiment que Vladimir Poutine, ou en tout cas la Russie, menace en permanence utilise en permanence le nucléaire comme une forme de menace. Et souvent, ils nous disent, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut avoir de pire que de toute façon ce qui se passe déjà sur le terrain. Donc, dès qu'il est question d'escalade, dès qu'il est question d'usage du nucléaire, ils ont une vision un petit peu... ils sont peut-être moins effrayés que la manière dont nous, en Europe de l'Ouest, on peut le percevoir. Effectivement, c'est assez intéressant de le voir comme ça. Finalement, c'est que du bluff. Est-ce que là, Vladimir Poutine, il bluffe ? Est-ce qu'effectivement, il ne s'agit que de l'affichage pour menacer encore une fois l'Occident ? D'abord, je rejoins Hélène, parce qu'effectivement, ça fait quand même un certain temps que les Ukrainiens rient presque un peu de cette montée de la pression. Depuis le début de la guerre, Poutine menace donc la menace nucléaire, effectivement. Et il peut y avoir des risques de dérapage, il peut y avoir du tactique, pourquoi pas. Mais là, on est face à une internationalisation du conflit. Estelle Monnier et Gilles Parot nous attendent à Washington. Bonjour à tous les deux. Poutine donc laisse entendre que Washington est entré en guerre aujourd'hui. A-t-on peur des représailles aux États-Unis ? En tout cas, on guette une première réaction ici, notamment de la Maison-Blanche. Alors, vous le savez, le président américain se trouve actuellement au Brésil pour le sommet du G20, dans une réunion en ce moment même sur le climat. Pas de réaction officielle donc de la part de la Maison-Blanche. Mais cette question, elle est celle qui a agité l'administration Biden depuis des mois et des mois. C'est vrai qu'avant de prendre cette décision, eh bien, il y a eu beaucoup d'argumentations en faveur ou à l'inverse contre cette décision, notamment ceux qui ont fini par avoir le mot de la fin avec Joe Biden. Eh bien, ils ont estimé que c'était le moment d'aider l'Ukraine, notamment avant l'arrivée de Donald Trump, avec les attaques russes de ces derniers jours, mais aussi avec ce que les États-Unis considèrent comme une escalade dans ce conflit, c'est-à-dire l'arrivée
l'arrivée de soldats nord-coréens sur le sol russe pour combattre aux côtés de l'armée russe, justement. Alors, les opposants à cette décision, y compris dans le sein de l'administration Biden, eh bien, ils ont les mêmes argumentaires, à la limite, on pourrait le dire, que le camp Trump, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'escalade et que ce risque d'escalade, il est compliqué parce que non seulement peut-être que les menaces de représailles n'ont jamais été mises à exécution par Vladimir Poutine, mais que ce bluff ne durerait pas. C'est le sens notamment de la prise de position du futur conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, qui estime qu'il n'y a pas de vision et que la stratégie de Donald Trump est la bonne, celle de remettre tout le monde autour de la table. En tout cas, on attend de voir ce que dira l'administration Biden, en charge encore pour 2 mois de la diplomatie de ce pays. Les responsables minimisent publiquement l'importance du missile Oresnik. Cependant, en privé, un malaise croissant s'installe quant aux implications de ce développement pour l'OTAN. Quelle que soit la portée du missile utilisé, il met en lumière les risques d'une nouvelle escalade et les limites des réponses occidentales. La communauté internationale est confrontée aux conséquences de cette attaque. Et une chose est claire. Le conflit ukrainien n'est plus simplement une guerre régionale. Il devient désormais un terrain d'essai pour les armes et les stratégies de demain. Au milieu de ces tensions, il est essentiel de considérer le potentiel d'une nouvelle escalade. Certains experts préviennent que la situation pourrait se détériorer si des armes avancées continuent d'affluer des deux côtés. Alors que la guerre en Ukraine se durcit, les spéculations vont bon train sur les prochaines étapes de la Russie, notamment des tests de systèmes de missiles supplémentaires ou, dans le pire des cas, un déploiement d'armes nucléaires tactiques. Ces armes pourraient être utilisées contre des infrastructures stratégiques en Ukraine, tels que des aérodromes abritant des avions de combat fournis par l'Occident ou des systèmes de missiles. Des renseignements récents soulignent que la Russie envisage non seulement des frappes en Ukraine, mais aussi contre les forces armées des États membres de l'OTAN, notamment dans des pays comme la Roumanie et la Pologne, qui hébergent des bases de l'OTAN et des plateformes logistiques. Les partisans de l'Ukraine deviennent de plus en plus visibles comme cibles potentielles pour la Russie. Toute action de ce type risquerait d'aggraver considérablement le conflit, le rapprochant dangereusement d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Le président Poutine a été clair dans ses avertissements. Tout déploiement de forces occidentales, qu'il s'agisse de missiles de portée moyenne en Europe ou de forces militaires, serait rencontré par une réponse proportionnée de la Russie. Ce message s'inscrit dans le récit plus large de l'état de préparation du Kremlin pour contrer ce qu'il perçoit comme une agression occidentale. La posture militaire de la Russie, qui comprend des exercices à grande échelle et la démonstration de missiles hypersoniques, envoie un signal fort de sa volonté d'escalader si nécessaire. L'introduction du missile Oresnik sur le champ de bataille ne fait qu'ajouter à cette dynamique volatile. Il combine vitesse, précision et imprévisibilité, et n'est pas seulement un outil tactique, mais un message stratégique adressé à l'OTAN. La Russie est prête à relever n'importe quel défi. Selon Scott Ritter, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et le risque d'erreur de calcul augmente à chaque escalade du conflit. Ce qui était auparavant perçu comme une guerre localisée se transforme rapidement en un point de friction mondial, avec des implications majeures pour la durée et l'évolution du conflit. À mesure que le conflit entre dans son 13e mois, la probabilité d'une guerre prolongée devient de plus en plus évidente. Sous la présidence de Poutine, la Russie semble se préparer à cette prolongation. Les récentes approbations par la Douma, ainsi que les augmentations budgétaires pour 2025, 2026 et 2027, montrent que le Kremlin met un accent particulier sur la sécurité nationale et la défense, avec des investissements importants dans les armes de nouvelle génération, tels que les missiles hypersoniques et les systèmes de défense avancés. Ces mesures visent à non seulement sécuriser des avantages sur le champ de bataille, mais aussi à envoyer un message clair à l'Occident. La Russie est prête à mener un conflit prolongé et dispose des ressources nécessaires pour le soutenir. Cependant, cela soulève des défis importants pour l'OTAN et les nations occidentales. La question est de savoir si elles pourront maintenir leur soutien économique et militaire à l'Ukraine à des niveaux suffisamment élevés
pour faire face à un conflit de longue durée. Les conflits prolongés présentent également des risques pour la sécurité mondiale, avec des conséquences directes sur la stabilité économique, comme la hausse des prix de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Bien que la Russie fasse face à des défis économiques en raison des sanctions occidentales, elle est capable de tirer parti de ses vastes ressources énergétiques. Le gouvernement russe semble avoir une vision à long terme, combinant résilience économique et stratégique. Il cherche à maintenir une armée robuste et à renforcer les infrastructures nationales pour contrer les sanctions et soutenir ses opérations militaires. Fedorovski, ça donne des clés, mais c'est que surtout, vous êtes un petit peu à la fois voyant, Nostradamus, vous mettez dans la peau de Vladimir Poutine, puisque vous imaginez un petit peu ce qu'il pourrait se raconter entre Staline et Poutine, et donc on en apprend beaucoup plus sur les attentats. Merci pour Nostradamus, c'est ça qui me plaît beaucoup. Mais cela dit, vous avez lu le livre, je vous en félicite, parce que vous êtes une rareté par le temps qui court, les journalistes qui lisent les livres, mais je dois vous dire que dans les dernières pages du livre, j'ai prédit ce qui se passe, c'est vrai. Mais c'est un livre un peu à plusieurs facettes. Ça donne les clés historiques, le parallèle psychologique, parce que c'est très intéressant maintenant quand le jeu de Poutine, de comprendre la psychologie de Poutine. Mais il y a deux aspects que les gens n'ont pas compris tout de suite. Le premier aspect, c'est, vous savez, dans ce monde, il y avait des approximations d'analyse qui ont été faites. Poutine au début de la guerre, l'Occident avec les sanctions, avec on va mettre la Russie à genoux, etc., toutes ces choses-là, le changement de régime en Russie, tout ça, on prenait ces désirs pour la réalité. Et je me suis demandé comment je peux faire le bilan de ce qui se passait depuis 3 ans. Et dans le livre, vous avez toute l'évolution au fur et à mesure, mais hélas pour moi. Mais rien n'est inventé. Vous savez, j'ai mené une enquête, il faut que je sois compris, j'ai mené une enquête très pointue. Ce que dit Vladimir Poutine, c'est vrai. Bien sûr, j'ai mené une enquête, ce qui dit dans le petit comité, comment ça se passe. Évidemment, malheureusement, je ne pouvais pas ressusciter Staline. Bien sûr. Mais les néo-staliniens, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe et ils représentent l'alternative. Pourquoi Staline a le vent en poupe actuellement en Russie ? Parce qu'il était visionnaire sur plusieurs choses. Tout d'abord, objectivement, c'est un symbole de la confrontation avec l'Occident. Et ça est tombé au pinacle. Vladimir Fedorovski, vous dites que vous dessinez un petit peu les contours de ce qui pourrait se passer. Je parlais tout à l'heure de l'avènement, peut-être d'un conflit généralisé. Je voulais quand même lire pour nos téléspectateurs un passage que vous donnez, page 312. Vous faites parler Poutine dans ce passage. Au lieu de cela, la Russie pourrait considérablement augmenter ses opérations en Europe, fournir des missiles et des renseignements par satellite ou au Hezbollah ou aux Houthis, ou si elle ressent le besoin d'aller plus loin, attaquer les satellites occidentaux qui sont essentiels pour cibler et guider les frappes ukrainiennes. C'est une phrase que j'ai prise parmi tant d'autres, mais quand on lit ce genre de phrase, on se dit le conflit, il pourrait se généraliser à l'Europe, voire au monde, ces prochains mois, ces prochaines années. Je vais vous dire, toutes ces approximations nous sont mis à la porte de la Troisième Guerre mondiale. Moi, je considère qu'on ne vit pas un des moments les plus dangereux, mais le moment le plus dangereux depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe et dans le monde. Et sur ce plan-là, il faut être lucide, parce que finalement, dans le livre, il y a un petit message, pas à vos collègues, pas à vous, franchement ici, mais à vos collègues, qui ont beaucoup raconté d'histoires, beaucoup de faits des approximations. On prenait ses désirs pour la réalité. Et aujourd'hui, je pense qu'on, comme on est au bord du gouffre, il faut donner les éléments très précis. Et dans le livre, vous avez au fur et à mesure tous les éléments, y compris sur la psychologie secrète de Poutine. Et est-ce qu'on peut croire encore Vladimir Poutine aujourd'hui, quand par exemple aujourd'hui cet après-midi, il dit qu'il va ordonner la production en série des missiles longue distance, qu'il voudrait mener des essais en situation de combat tous les jours, il déclare des choses comme ça. Est-ce qu'on le croit et est-ce qu'il faut le croire? Je vais vous dire, il faut croire en Dieu. Dans la politique, moi j'étais un des fossoyeurs de la guerre froide, cofondateur du premier parti démocratique en Russie. J'ai l'habitude de voir ça autrement, vraiment à partir de l'analyse très précise. Poutine, j'ai longuement étudié Poutine, j'ai fait 6 livres sur lui, je suis un poutinologue vraiment connu dans le monde entier. Sur ce plan-là, je dois vous dire qu'il va jusqu'au bout de sa logique et parfois il dit ce qu'il pense. Dans cette affaire, il y a une chose très précise. Quand il disait qu'à propos de ses réactions aux fusées, au feu vert des Américains, des fusées de longue portée, c'est la première fois qu'il a parlé des lignes rouges. La première fois. Tous les autres, il n'avait jamais utilisé. C'est pour la première fois. Aujourd'hui, c'est une nouvelle donne. L'escalade est vertigineuse, mais un petit espoir, comme je dis. Quel espoir? L'espoir que comme je suis à moitié ukrainien, russe et combattant de la paix, j'espère bien que le 20 janvier, ça va s'ouvrir une page de négociation de la recherche de modus vivendi avec on le la rappelle, Russie. Vladimir Fedorovski, vous parlez du 20 janvier.
mais pour nos téléspectateurs, le 20 janvier, c'est quand Donald Trump va arriver officiellement au pouvoir aux États-Unis. Vous avez espoir en Donald Trump pour qu'il pèse de tout son poids sur le conflit actuel? C'est ça que vous voulez dire? Non, je veux dire que Trump, il a déjà changé de priorité. Pour lui, la priorité, c'est la Chine, Israël, et il ne faut pas avoir des illusions à propos de Trump, il est tel qu'il est, mais peut-être il peut rechercher quelque chose d'autre, mais en attendant, il faut qu'on arrive au 20 janvier, parce que je prédis une escalade en attendant. Parmi les approximations, il faut parler aussi de la situation militaire qui est dramatique. Moi, je suis d'origine ukrainienne et je sais jusqu'à quel point la situation est dramatique là-bas. Il y a le personnel qui manque, etc. Il y a tout le monde est dos au mur parce que Poutine, face à cette escalade, il peut réagir d'une manière très rude. Les Ukrainiens sont dans des situations dramatiques et l'Occident, il dit qu'il ne peut pas perdre. Vous comprenez? C'est-à-dire les recherches de compromis, c'est très difficile, mais j'espère que la providence sera avec nous et on va chercher quelque chose d'autre. Dans les valeurs que je défends de la démocratie, j'introduis un autre élément, c'est un élément de la paix. Qui peut aujourd'hui, selon vous, parler à l'oreille de Vladimir Poutine? On parlait de Donald Trump à l'instant, ça peut être lui. Qui d'autre? Je crois beaucoup aux Chinois, je crois beaucoup, d'une manière générale, aux BRICS, qui sont un nouveau facteur très important. Et Poutine, il entretient les rapports privilégiés. Mais je dois vous dire que le choix maintenant est simple. Et le choix est très grave, à l'heure que je vous parle. Soit on va vers la recherche d'un modus vivendi avec les Russes et on s'éloigne vraiment du bord de gouffre, soit on va vers l'escalade. Les esprits légers ont dit qu'on peut maîtriser les escalades, mais ils ont tellement fait des approximations de l'analyse, que ce soit la politique intérieure dans leur pays, que ce soit l'analyse dont on a parlé avec les sanctions, etc. Tout ça, c'est que ça m'effraie. Je pense que vraiment, il faut revenir à la recherche vraiment de la sécurité dans le monde. Et là, il y a les exemples qui a donné, quand je suis désespéré, vous savez, je fais écouter Kennedy. Et Kennedy, il disait que dans la guerre qui nous attend, il n'y aura pas ni vainqueur, ni vaincu. Je parle du président, je ne parle pas du ministre de la Santé. En conclusion, il est important de réfléchir à ce que ces développements signifient pour l'équilibre géopolitique mondial. Le déploiement des missiles Oresnik marque un tournant dans le conflit ukrainien, signalant la volonté de la Russie de déployer des technologies de pointe pour contrer ce qu'elle perçoit comme une invasion occidentale. À mesure que la guerre s'intensifie, l'OTAN se retrouve confrontée à un défi de taille, contrer l'armement avancé de la Russie tout en soutenant l'Ukraine. Cette guerre n'est plus seulement une question régionale, elle a des implications géopolitiques mondiales, car l'évolution des événements mondiaux façonnera notre avenir. C'est tout pour ce résumé militaire. La chaîne Monde Multipolaire tient de nouveau à rappeler que nous ne soutenons aucune forme de violence dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez notre Telegram et passez une excellente journée. À la prochaine.